Bonsoir et merci de recevoir ce nouveau numéro de votre émission Contour en direct de la télévision Labari. La presse, vous le savez, est très importante dans une société, n'importe laquelle d'ailleurs, et c'est sans doute pourquoi elle est appelée, à tort ou à raison, quatrième pouvoir. Mais il se trouve que ce quatrième pouvoir est souvent dans des difficultés insoupçonnées, des difficultés qui entravent sa bonne marche, des difficultés qui la pénalisent dans le service public qu'elle doit rendre. Pour parler de ces difficultés, nous recevons ce soir un grand homme de la presse nigérienne. J'ai nommé M. Boubacar Diallo. Monsieur Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir, Hiro. Vous êtes ancien président de l'ANEPI, vous êtes ancien président de la Maison de la Presse, vous avez dirigé des organes de presse audiovisuelle, mais aussi de la presse écrite. Donc, je pense que nous allons beaucoup apprendre de vous ce soir. Merci d'être là. Nous avons également un jeune journaliste, j'ai nommé Rufai Dandoua, également connu dans l'espace médiatique nigérien. Monsieur Rufai, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hiro. Vous avez aussi travaillé dans plusieurs organes, mais ce soir, nous allons vous présenter comme un journaliste indépendant. Ça me va. Merci. Et enfin, nous avons monsieur Souley Zabayrou, que vous connaissez également bien. Il est le promoteur et directeur de publication du journal Le Temps. Il est également président de l'ANEPI. L'ANEPI, c'est l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante. Monsieur Zabayrou, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là pour discuter avec nous sur la presse. Alors, monsieur Diallo, pour aller très vite, selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles font face la presse nigérienne dans son ensemble, qu'elle soit presse publique ou privée? Et de difficultés, j'en parle sur le plan juridique d'abord. Ok, merci bien. Je dirais que sur le plan juridique, les médias dans leur ensemble ainsi que les journalistes sont confrontés à beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'il existe des textes assez intéressants qui devaient normalement, s'ils sont correctement appliqués, permettre vraiment l'exercice libre du journalisme au Niger. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les faits? Ces textes sont mal appliqués ou ne le sont pas du tout. Je vous donne un seul exemple, l'ordonnance 2010-035 de juin 2010, que les gens appellent communément la dépénalisation. Ce texte-là avait été adopté et qui est censé normalement, et pour moi d'ailleurs, c'est ce texte-là qui doit encore être aujourd'hui en vigueur. Mais très malheureusement, ce texte-là n'était pas pendant de longues années appliqué, ou en tout cas, même si on l'appliquait, c'était vraiment de façon, je dirais, c'est quand ça arrangeait, je crois, certaines personnes. En termes clairs, c'est que je sais que dès les premières semaines de son adoption, il y a Modibo, que vous connaissez bien, qui est allé dormir en prison. C'était le premier prisonnier, alors que le texte interdisait formellement. Mais en garde. Il était d'abord, il a passé une nuit à la prison civile de Niamey. De la PJ, il a été condamné, il a été déféré à la prison. Et nous avons fait tout un tollé à l'époque. Moro Amadou était fraîchement nommé dans le gouvernement comme ministre de la Justice. Nous avons dû l'interpeller pour lui dire qu'il y avait une violation flagrante de ce texte-là qui venait d'être adopté. Et très malheureusement, l'essentiel des dirigeants de l'époque, ceux qui sont dans le gouvernement, tout comme lui-même Moro Amadou, ils étaient tous des acteurs de cette dépénalisation, puisque au conseil, ils ont tous siégé au conseil consultatif de l'époque. Donc ils connaissaient très bien les textes, mais seulement je me dis que c'était peut-être un journaliste qui dérangeait, il fallait l'envoyer faire semblant que c'est toujours le code pénal qui était là. Mais il faut aussi dire que les magistrats dans leur ensemble, au fil des années, j'ai constaté que les magistrats eux-mêmes ne se sont pas appropriés ce texte. Ils ont appris le code pénal et c'était plus facile pour eux de travailler en fonction de ce que dit le code pénal.
Donc, ce qui fait que vous allez voir que même des années après, même les défenseurs des journalistes, je veux dire les avocats, quand ils voulaient défendre un journaliste, il leur faut du temps. Il leur faut du temps, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord qu'ils recherchent cette ordonnance, voir qu'est-ce qu'elle contient et comment est-ce qu'ils peuvent attaquer le sujet. Donc, vous voyez, ça c'est une première difficulté. Ensuite, il y a eu, non seulement ce texte n'a pas été appliqué, mais après, vous avez vu qu'en 2019, il y a eu cette fameuse loi sur la cybercriminalité, qui pour moi, à ce jour encore, c'est une loi liberticide. C'est une loi qui vient frapper tout le monde, y compris les journalistes. Bien qu'il y a une loi déjà qui dépénalise, mais cette loi est venue, même si j'ai vu que certains, avec la modification de 2022, ont applaudi, mais c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment pris connaissance du contenu, parce qu'il y a quand même de lourdes pertes, de lourdes amendes et des peines même, si possible, de prison. Parce que quand on te condamne à payer pour une diffamation, par exemple 5 millions de francs CFA, je ne sais pas, où est-ce que vous allez les sortir. Donc vous voyez, moi je pense que c'est une deuxième loi qui vient encore frapper et les journalistes et l'ensemble des autres personnes. Et fragiliser la dépénalisation. Voilà. Donc je pense qu'il y a un problème de texte à ce niveau. Mais aussi, on a eux-mêmes de leur côté les journalistes qui ne respectent pas, si vous voulez, leur propre texte. Quand je prends la charte des journalistes professionnels du Niger, adoptée en 1993, où dedans vous avez tout ce qui est règles d'éthique et de déontologie. Beaucoup de journalistes méconnaissent cette charte et ils ne s'intéressent pas, parce que ceux qui la maîtrisent et qui peuvent l'appliquer ne peuvent pas vraiment être exposés à des risques. Parce qu'il y a quand même dedans l'éthique et la déontologie. Et ça parle de diffamation, d'injures. Voilà, il y a tout ça. Il y a le bon journaliste, c'est-à-dire c'est comme un guide qui va permettre à chaque journaliste de travailler comme un bon professionnel sans prendre de risques. Mais les uns et les autres ne font pas attention. D'accord. Voilà. Maintenant, sur le plan matériel et existentiel, quels sont selon vous les principaux problèmes qui entravent la libre qui entrave l'effectivité de l'indépendance des journalistes? Oui, bon, à ce niveau aussi, je peux dire que les problèmes sont entiers. Les problèmes sont entiers. Vous avez constaté que nous avons quand même beaucoup de radios, pratiquement, je crois que si mes comptes sont bons, non, sur l'ensemble du pays, les radios privées sont au nombre, je crois, de 78. Nous avons 14 télévisions publiques et privées. Nous avons une cinquantaine de titres qui paraissent plus ou moins régulièrement, parce que personne ne peut vous dire exactement, en termes de journal papier, quel est le chiffre exact. Isabelle peut me contredire peut-être, mais j'ai dirigé la NEPI jusqu'en 2016. Je crois que déjà pendant notre mandat et jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à maîtriser le nombre exact de titres qui existent au Niger. Parce qu'il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont irréguliers, il y en a qui, après 5 ans, même 10 ans, reviennent sur le marché. Donc vous voyez, c'est difficile d'avoir un chiffre précis. En plus de cela, vous avez aujourd'hui des médias en ligne. Et je peux dire que tout ce beau monde-là, toutes ces entreprises, entre griffes, parce que pour moi, ce ne sont pas encore des entreprises, toutes ces entreprises ont des difficultés majeures. Des difficultés majeures en ce sens que d'abord, le fonctionnement même cause problème. Beaucoup ont des problèmes même, il y en a qui n'ont même pas de siège. Quand vous prenez par exemple les rédactions de la presse, des journaux papier. Les radios sont, je dirais, sous perfusion. Toutes les radios, sans exception. Elles sont sous perfusion. C'est parce que quand vous regardez les groupes télé-radio, c'est la télévision qui fait fonctionner la radio. Parce que toutes les radios fonctionnent à perte. Elle fonctionne vraiment à perte, toutes les radios. Donc c'est la radio c'est la télé, pardon, qui finance la radio. Et elle-même, quand vous prenez les télévisions, elles ont du matériel vétuste. Le matériel est fatigué. Et mais qu'est-ce qui fait tout ça? Surtout quand on sait qu'il y a quand même une enveloppe de 200 millions de francs de fonds d'aide qui est distribuée chaque année. Non, vous savez, sincèrement, je vais vous dire, les fonds d'aide ne servent à rien du tout. C'est une goutte, comme on dit, dans l'océan. Parce que même si on ramasse, parce que ça fait quoi environ, ça varie de 150 millions à 250 millions,
Mais je crois que régulièrement, c'est 200 millions. Mais 200 millions, même si vous le donnez à une seule télévision, ça ne peut pas lui permettre d'atteindre ses objectifs sur l'année. À plus forte raison, on va partager ça sur l'ensemble des médias privés du Niger. Donc, vous voyez, c'est vraiment insignifiant. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. La télévision, ça coûte très cher. Donc les télévisions ont des problèmes de caméra, elles ont des problèmes de micro, il y a des problèmes de déplacement parce que les reportages ont besoin de moyens. Il faut sortir, c'est du carburant, c'est des chauffeurs, c'est ceci, c'est là. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et je crois que les téléspectateurs constatent, parce que les images, c'est pas toujours qu'elles sont bonnes, que ce soit les télés privées comme publiques. Le son, c'est pas toujours audible. Quand vous prenez la radio, c'est la même chose. Les journaux, des fois, vous avez des impressions qui ne sont pas vraiment, qui n'attirent pas. Quand vous voyez les unes, déjà, il y a des taches ou il y a des traces de comment on appelle ça, comment on appelle ça, d'encre, tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de problèmes. Je pense que voilà. On va revenir. Maintenant sur oui, donc sur l'existentiel même, il faut dire que je peux dire que les gestionnaires, on manque vraiment au niveau de nos médias privés de gestionnaires en tant que tel. Parce qu'on vit au jour le jour, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de programmation. Ou qu'est-ce qu'il faut atteindre l'année prochaine, ça n'existe pas. Donc c'est en fonction des entrées. Aujourd'hui, de l'argent rentre, on les dépense demain et puis après demain, on croise les bras. Donc c'est ça qui fait. Mais quand il n'y a pas de ressources, est-ce qu'on peut gérer, M. Diallo? Ah mais on peut tenter, c'est ce que les gens sont en train de faire depuis des années. Ouais, moi je peux dire que de l'avènement de la première radio et de l'avènement de la première télévision au Niger, ce sont les mêmes méthodes qui sont en pratique parce qu'à leur tête, il n'y a pas de manager, il n'y a pas de spécialiste de gestion pour bien faire fonctionner cela. Ce qui fait que les ressources, on ne peut pas, il y a très peu aujourd'hui, je dirais même pour ne pas dire que ça n'existe pas, de gestionnaire de radio ou de télévision ou de presse, de journal papier qui va venir te dire concrètement, cette année, j'ai fait tant d'entrées, voici combien j'ai dépensé. Ouais. Donc il n'y a pas de comptabilité en réalité. Donc quand il n'y a pas de comptabilité, on ne peut pas vraiment se projeter de l'avenir pour dire qu'on est une entreprise. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai dit entreprise entre griffes. D'accord, merci M. Diallo. Alors M. Roufaï, vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans plusieurs médias. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les difficultés auxquelles on est confronté d'un point de vue juridique, matériel et même existentiel? Merci M. Yoro. Vous savez, au-delà de tout ce que l'aîné Jolo a dit, d'abord je pense que je prends le journaliste, c'est une question de responsabilité. Donc s'il y a la responsabilité, déjà je pense que le problème juridique peut être mis de côté. Qu'est-ce que vous entendez par responsabilité? Moi, je me suis toujours dit, quand j'ai voulu être journaliste, je me suis toujours dit que d'abord, un journaliste, il faut être bien formé. Bien formé, avoir le niveau. Aujourd'hui, quand vous prenez vous prenez 80% de nos journalistes, ils n'ont pas le niveau. Moi, je me hasard chaque fois quand je suis... Est-ce que ce n'est pas un problème national quand on sait que la baisse de niveau est réelle dans l'enseignement dans notre pays? Oui, elle est réelle, ça on le sait, ça c'est partout. Mais quand tu veux être journaliste, assure-toi que tu as le background, comme dirait l'autre, pour être journaliste. Puisque aujourd'hui, quand un journaliste parle, le journaliste a toujours été considéré comme un messie. Sa parole, elle porte, elle va loin. Quand tu parles, on pense que c'est une parole révélée. Donc, on croit en ça. Lorsqu'on croit en toi et que toi, déjà, tu n'as même pas une faculté pour rendre ce que tu as dit, tu dois dire c'est un problème. Tu n'as pas les verbes faciles pour le dire, c'est toujours un problème. En dehors du problème de formation, il y a un problème de vocation. Aujourd'hui, le journalisme est devenu comme, qu'est-ce que je vais dire, comme un peu le métier de la police. Tout le monde peut venir. C'est quand tu n'as rien, quand tu penses que tu ne peux rien avoir, tu dis bon, je veux devenir journaliste. Je le disais qu'en presse écrite, il y en a énormément qu'on n'arrive même pas à situer le nombre exact de journaux. Aujourd'hui, un journal naît, demain il meurt. Mais qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est parce que déjà il n'y a pas la vocation. Un, il n'y a pas la vocation. Deux, il n'y a pas le niveau. Sans parler même des moyens sur lesquels on va revenir. Lorsque tu n'as pas la vocation, lorsque tu n'as pas le niveau pour faire quelque chose, tu ne pourras pas bien le faire. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous prenez
toutes les télévisions. Moi, je vous disais que je me hasarde chaque fois quand je suis puisqu'on n'a pas tout le temps pour écouter la radio. Quand tu es dans la voiture, tu es en train d'écouter la radio. Quand tu entends les reportages sur les radios de la place, tu te demandes, est-ce que réellement il y a un rédacteur en chef? Est-ce qu'il y a des directeurs de l'information? Est-ce qu'il y a des gens qui corrigent les papiers de nos jeunes frères journalistes? Vous disiez que je suis un jeune journaliste avec 13 ans, je pense que ça va. Aujourd'hui, je fais partie peut-être du milieu. Vous voyez, vous vous demandez, déjà vous savez que les jeunes journalistes là n'ont pas le niveau. Maintenant, vous vous demandez, est-ce que les rédacteurs en chef, eux aussi, ont les capacités réelles pour corriger les papiers? S'ils ont ces capacités, est-ce qu'ils ont le temps pour corriger les papiers? Vous voyez, plusieurs fois quand je suis avec des amis, on écoute la radio, il y a des gens qui me disent, s'il te plaît, arrête. Parce que tu entends des petites choses qu'un journaliste n'est pas censé faire. Mais on le fait et ça passe. Et ça passe sur toutes les radios. Aujourd'hui, tu regardes certaines télévisions, tu vois des gens qui n'ont même pas le niveau troisième, qui sont tombés dans le métier comme ça et qui font des reportages. Tu te demandes, c'est un reportage, c'est un compte rendu, il y a un mélange de genres, tu ne sais même pas. Est-ce que c'est un édito? Est-ce que... Vous voyez, donc, on a compris. Là, c'est vraiment au niveau des professionnels eux-mêmes. Maintenant, l'environnement. D'abord, c'est ça. Maintenant, quand vous prenez le problème de moyens, vous partez dans presque toutes les télévisions, j'ai fait des débats dans presque toutes les télévisions, vous trouvez les chaises ou les tables ou les micros, ça date de plus de 10 ans. Aujourd'hui, dans d'autres pays, il n'y a pas de micros à fil. Vous voyez, non? Il n'y a pas de caméras comme on a l'habitude de les voir ici. Mais on travaille avec le même matériel. Vous allez voir une même voiture qui date de 10-15 ans, dans laquelle on fait des reportages. Pendant 15 ans, vous êtes en train de circuler, la voiture s'arrête alors qu'on vous attend pour aller faire des reportages. Vous voyez, même les promoteurs n'investissent pas. Ceux qui rentrent, eux, ils sont plus astreints à le prendre, à le consommer pour eux-mêmes. Mais justement, c'est là que se trouve le problème, M. Roufaï. Aujourd'hui, on le voit, les promoteurs eux-mêmes, les organes eux-mêmes n'arrivent pas à s'en sortir. Il y en a beaucoup qui ont des arriérés de salaire de plusieurs mois parce qu'il n'y a pas d'entrée. Est-ce que cela n'est pas le véritable problème? Le véritable problème, c'est parce que, comme disait Diallo, on n'a pas de véritables entreprises de presse. Aujourd'hui, les médias sont au même titre, par exemple, qu'un commerce que tu vas entreprendre, une entreprise de presse. Tu vas voir dans une télévision où le directeur général est en même temps comptable, et en même temps financier, et en même temps marketeur. Vous comprenez? Ça veut dire que même dans la traçabilité, on se perd. Moi, actuellement, je travaille dans une entreprise de la place, mais il y a des organes, ils n'ont même pas de traçabilité. Ils ne savent pas est-ce qu'ils ont été payés, est-ce qu'ils n'ont pas été payés, à quel moment ils ont émis une facture, à quel moment ils n'ont pas émis de facture. C'est toujours des problèmes. C'est parce que c'est toujours le promoteur qui est là, qui est le maître absolu, qui gère comme il veut. Il prend des journalistes comme il veut. Peut-être qu'il paye à 25, 30 000, puisque quelque part, il y a des journalistes qui sont payés à 25, 30, 40 000. Vous voyez comment un journaliste peut vivre avec 30 000. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, la plupart des journalistes sont tendancieux. Tantôt on est à l'opposition, tantôt on est avec la majorité. C'est parce que les gens sont mal payés. Mais est-ce qu'on voit aussi le marché de la publicité, par exemple, principale ressource des médias quand même, ce marché il est quasi inexistant. Oui, c'est pas... Même les couvertures médiatiques, rares sont les télévisions, les radios ou les journaux qui arrivent à en avoir. Donc est-ce que ce n'est pas ce problème qui se répercute justement sur le problème matériel et sur le problème de conditions de vie des professionnels? Oui, là... Parce que pour mettre un agent dans les conditions, il faut disposer des moyens. D'abord, en commençant, il faut mettre les moyens. Quand tu veux avoir de l'argent, il faut mettre les moyens. Tu ne peux pas avoir de l'argent si tu n'as pas de l'argent. Ça, c'est un. Deux, en parlant de publicité. Aujourd'hui, jusque-là, depuis plusieurs années, et je parle sous le contrôle de M. Diallo et Zaberou, les hommes politiques nigériens n'arrivent pas à avoir la responsabilité, n'arrivent pas à avoir la capacité nécessaire pour imposer certaines lois pour que le journaliste nigérien puisse vivre de son métier. Aujourd'hui, rares sont les journalistes nigériens qui vivent de leur métier. Peut-être en dehors de quelques-uns qui ont des journaux ou les promoteurs. Personne, aucun journaliste ne va te dire que moi je suis payé à 250 000 francs au Niger, malgré ton diplôme. Vous voyez? Et quand tu n'es pas payé à 250 000 francs et que tu penses que tu es journaliste, un grand journaliste,
tu n'es pas dans les moyens. Tu n'as pas les moyens. Autant pour moi, quand tu n'as pas les moyens, tu es obligé, si tu n'as pas, et on revient toujours à ce que je disais, et cette vocation, cette responsabilité d'être journaliste, tu es obligé de te vendre, tu es obligé de prostituer ton métier. Les conséquences, c'est ce qu'on est en train de vivre sur la place aujourd'hui au Niger. Il n'y a pas de journalistes qui sont censés faire leur travail selon la vocation qu'ils avaient dès au départ, parce qu'ils vivent de la précarité. Justement, merci beaucoup. Alors, M. Zaberou, c'est difficile le métier. On a cité tout à l'heure quelques exemples, mais ce n'est pas seulement pour les professionnels que c'est difficile. Les médias, l'environnement, qu'est-ce qui fait que les médias n'arrivent pas à s'en sortir au Niger? Merci. D'abord, au-delà de tout ce que le président a dit, Jallo et Roufaï, d'abord, vous savez, ça fait une dizaine d'années que toutes les associations professionnelles des médias et les syndicats se battaient pour qu'il y ait une loi sur la publicité. Et cette loi a été adoptée. Il suffit la vulgarisation et la sensibilisation des différents secteurs de l'État et aussi des entreprises privées pour la mise en application de cette loi-là. Malheureusement, le CSC sortant, pas celui qui a été mis en place tout récemment là, notre CSC, il y avait la loi, mais vous savez au Niger, toujours deux fois, quand il n'y a pas, si je ne gagne rien, des fois on ne s'y met pas pour vraiment l'application. Sinon, la loi a été faite parce que nous, par exemple, quand on a demandé la signature de la convention collective, on a dit on peut signer la convention collective, mais avant de signer la convention collective qui permet aux journalistes donc vraiment d'être mis dans ses droits et aussi d'avoir vraiment un salaire décent, mais il faut d'abord imposer la loi sur la publicité au niveau des sociétés d'État. Parce que quand vous prenez aujourd'hui toutes les publicités, les communautés, etc., des sociétés d'État, entreprises publiques et privées sont vraiment données au niveau d'un seul secteur, au niveau des médias publics. Surtout quand vous prenez toutes les sociétés d'État. Or, par exemple, la loi a prévu un pourcentage pour les presses privées. Mais c'est le CSC qui n'a pas joué son rôle pour l'application de cela. Et sans la publicité aujourd'hui, aucun média ne peut survivre. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, auparavant, lorsque la loi sur la redevance a été adoptée, il n'y avait pas de médias privés. Mais au fur du temps, il y a eu des médias privés aussi qui font le service public. Vous parlez de la redevance ORTN, oui, que les consommateurs payent sur leur facture d'électricité. Si les gens font, c'est parce qu'il y a le service public. Aujourd'hui, tous les médias publics et privés aussi font du service public. Même si l'État dit qu'il n'y a pas de moyens pour augmenter l'enveloppe de fonds d'aide à la presse, mais quand même avec la redevance, ne serait-ce qu'un pourcentage, l'État peut prendre pour augmenter sur le fonds d'aide de la presse qui permettra aussi aux entreprises donc de pouvoir être soulagées. Et l'autre aspect aussi, c'est les critères ou bien la loi même de partition du fonds d'aide à la presse. Quand vous prenez, on dit on va vous donner un fonds, c'est un fonds qui vous appartient. Au lieu qu'on vous donne, c'est vous qui connaissez la réalité de votre média et c'est vous qui connaissez les matériels qu'il vous faut. Non, on vous dit non, amenez votre besoin en matériel. C'est la structure, c'est le CSC qui va vous acheter. Mais ça, c'est récent quand même. Oui, c'est récent, mais quand même, c'est récent. Mais ça fait partie des problèmes. Et maintenant, des fois, les matériels aussi qu'on achète, c'est des matériels exigus. La preuve, vous avez été victime vous-même de cela. Il y en a beaucoup tant d'autres. Vous voyez? Donc, il faut qu'on revoie aussi les critères aussi d'attribution de ce fonds de la presse et aussi les moyens, la manière... Permettez-moi de vous interrompre. Alors là, vous êtes en train de parler comme si les médias ne peuvent s'en sortir que lorsqu'ils sont soutenus par l'État. Or, vos prédécesseurs l'ont dit, ce sont quand même des entreprises de presse, même si M. Diallo a mis entre guillemets, qui ont une clientèle à
laquelle ils vendent des services. Donc, par exemple, pour le cas des journaux, vous faites des journaux, vous éditez, vous sortez, vous mettez sur le marché. Des gens achètent ces journaux-là. Bon, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir? Et vous savez, même si c'est des entreprises indépendantes et qui doivent chercher aussi leurs fonds, mais quand même, la loi aussi a prévu un certain nombre de soutiens que l'État doit soutenir ces entreprises parce qu'ils font aussi du service public. Ils ne sont pas là seulement pour eux-mêmes, mais ils font du service public. Et c'est dans ce cadre-là que l'État a l'obligation aussi d'aider ces entreprises donc de presse pour pouvoir supporter un certain nombre de charges, ne serait-ce que des charges régaliennes. Donc c'est ça ici, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la loi qui a prévu cela. Donc c'est ça ici, il s'agit. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, reprenez toutes les sociétés d'État. Ils ont un budget de communication. Toutes les institutions de l'État, il y a un budget de communication. Mais ce budget-là, il est parti où? Il part où? Il y a ceux qui ne dépensent même pas ça. Ils mettent... la question, oui, c'est-à-dire il y a ceux qui ne dépensent même pas ce budget, ils le mettent dans un autre chapitre, ou bien ils le mettent on ne sait même pas quoi, parce que c'est plus facile à justifier. Or, par exemple, au niveau de la loi, sur la publicité, il y a la clé de répartition de pourcentages qui sont destinés à la presse privée et qui doivent être destinés à la presse publique. Donc, mais il y a d'autres sociétés, uniquement ils ne donnent qu'à la presse publique parce qu'on dit que non, la presse privée, c'est elle nous critique, etc. etc. Vous voyez, donc, la presse semi-publique, oui. Il y a la presse privée qui soutient les actions du gouvernement oui, aussi, bon. Et qui bénéficie de ces publicités. Oui, mais si on applique la loi, c'est-à-dire tous ces genres de critères, ça va disparaître. Parce que ça c'est l'équité. Parce qu'il y aura l'équité. Et ça va permettre à des entreprises qui sont des véritables entreprises de presse au monde de se développer. Mais ici, au-delà de ça, il y a des presses qui sont circonstancielles. C'est-à-dire qui sont créées juste pour des objectifs qui ne sont pas des objectifs nobles, destinés à la profession, mais juste pour soutenir X ou Y, ou bien à d'autres fins. Vous voyez? Et ça, on ne peut pas parler donc. Et c'est ça que, par exemple, aujourd'hui, quand le président Diallo disait, on n'arrive pas à maîtriser surtout la presse écrite. Personne ne peut te dire voilà le nombre exact des journaux au niveau de la presse écrite. Quand elle dit ça, 50, aujourd'hui, ça dépasse plus de 100. Plus de 100 journaux. Et chaque jour, même cette semaine, il y a un nouveau journal qui est sorti. Donc, vous voyez, donc chaque jour, il y a des journaux qui se créent, d'autres disparaissent, d'autres se créent, d'autres reviennent. On va voir dans les solutions, on va voir cet aspect. Oui, et il y a au niveau des journalistes aussi le manque de culture générale. Les gens n'étudient pas. C'est-à-dire que quand Roufa il parle de manque de niveau, ce manque de niveau est dû à la lecture. Parce qu'un journaliste, celui qui opte pour le métier de journalisme, d'abord il faut qu'il ait la lecture. Parce qu'il faut qu'il s'inspire de certaines expériences. Et aussi il faut qu'il suive l'actualité du jour au jour pour être inspiré par rapport à cela. Mais malheureusement aujourd'hui, non. Les gens ne font que du sensationnel. Les gens se rabattent sur les réseaux sociaux où on raconte de n'importe quoi, des fausses informations pour faire de ça une information. Donc voilà, vraiment un certain nombre d'états qu'aujourd'hui la presse nigérienne est en train donc de... Merci. On va revenir sur le sujet, mais apparemment, les problèmes sont un peu plus ou moins identiques, en tout cas dans notre sous-région. Pour le savoir, nous avons tenu un débat avec des confrères du Mali, du Cameroun, mais aussi du Burkina Faso. Nous avions également invité d'autres de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui n'ont pas pu se joindre à nous. Mais je vous propose de voir un résumé de la rubrique Diaspora avec ses confrères de la sous-région sur l'exercice du métier de journaliste dans leurs pays respectifs. Merci de nous rejoindre sur Skype pour cette partie de l'émission Contour de la télévision Labari. Alors, nous avons en ligne M. Bamadio. M. Bamadio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Bamadio Tidiane, vous êtes journaliste au Mali. Alors, dites-nous,
comment ça se passe, le journalisme dans votre pays? Je précise que vous exercez à Bamako, la capitale, et on sait que le Mali également est sous une transition militaire avec le président Assimi Goïta. Alors, est-ce qu'il y a de liberté de la presse là-bas au Mali? Merci beaucoup, très cher confrère. Moi, je dirais que ça reste critique en Afrique, pas seulement au Mali. Imagine, nous sommes dans une transition. Donc, en tout cas, le journaliste est appelé à peser sa plume, est appelé à doser sa plume pour ne pas avoir de problèmes. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle du journaliste pardon, de toujours peser sa plume, d'ailleurs, même en démocratie? Oui, c'est-à-dire, moi, je parle ici en tant que dans un pays qui est en tout cas dirigé par les militaires aujourd'hui. Au Mali, à ma connaissance, en tout cas, à part le cas de notre confrère Alou Touré, aucun journaliste n'est sur pression. Maintenant, en dehors de la liberté de la presse, est-ce qu'il y a des problèmes auxquels font face les journalistes maliens? C'est une question très très importante, surtout au Mali. Nous, notre problème, c'est quoi? On ne sait pas qui est journaliste, qui ne l'est pas. Avec la prolifération des réseaux sociaux, avec à l'ère numérique, il suffit seulement de te faire un téléphone et un trépied qui est automatiquement, qui te dit automatiquement journaliste. Moi, je qualifierais, ils sont dans une source de buzz, ils sont dans une source de vues et des j'aime. Pourtant, le journalisme va au-delà de tout cela. Le journalisme, c'est un métier. Nous, notre problème, c'est qu'aujourd'hui, la presse malienne a un véritable problème de quoi? La précarité de la presse malienne. Pour pouvoir en tout cas avoir une presse indépendante, il faut quand même les personnels, les journalistes puissent en tout cas satisfaire à leurs besoins financièrement. Le cas de notre confrère Yassoul, qui a son nom, il avait tombé malade. Moi-même, j'ai fait des publications sur les réseaux sociaux pour que les bonnes personnes viennent en aide. Si le métier ne nourrit pas son homme, on est quand même, c'est regrettable. Puisque vous parlez de précarité, dites-nous, en moyenne, un journaliste malien peut gagner combien de francs CFA par jour, par mois? Le salaire, je veux dire. Non, ça dépend des organes. Ça dépend des organes. Il y a des journaux qui payent bien, c'est personnel. Il y a des journaux aussi qui payent moins, c'est personnel. Pour revenir aux conditions de vie, vous avez dit que certains journaux payent bien, d'autres payent moins. Est-ce que pouvez-vous nous donner une idée de ceux qui payent moins et de ceux qui payent bien? Et dans les télévisions aussi, est-ce que la situation est similaire ou est-ce seulement dans les journaux que les gens sont mal payés? Sincèrement, ça varie. La presse écrite, certains journaux payent à partir de 75 000. 100 000, voire 250 000. Voire au plus de tout cela. Donc, il y a même des journaux qui ne prennent pas leurs reporters. Ils gagnent leur vie sur le terrain. Voilà. Je pense que c'est une réalité que nous vivons ici au Niger aussi. On est dans la même situation. Des salaires vraiment très, très dérisoires et des professionnels qui sont plus ou moins accrochés aux gratifications, comme on les appelle ici. Je pense que c'est une réalité que nous vivons également ici. Juste pour vous compléter. Nous avons en ligne M. Abdoulaye Tao, qui est journaliste au Burkina Faso. Apparemment, le Niger, le Burkina et le Mali ont les mêmes destins. M. Tao, bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
Alors, on parle des conditions de la liberté de la presse, des conditions de vie des professionnels des médias dans notre sous-région ouest africaine. Alors, au Burkina, comment ça se passe? Est-ce que vous avez vraiment la liberté d'exercer là-bas? Bon, on peut dire globalement, la liberté d'exercer existe, en tout cas jusqu'à une période récente. Je pense qu'il n'y a pas d'entrave objective actuellement. Il y a quelques incidents qu'on observe qui sont quand même assez graves pour être relevés, où il y a des menaces sur certains confrères qui osent aborder des sujets sous des angles qui ne plaisent pas aux partisans du pouvoir en place. Donc, on a quelques exemples comme ça qui portent à inquiétude. Est-ce les autorités qui menacent ou les partisans du régime en place? C'est plutôt les partisans parce qu'officiellement, on a des contacts avec les autorités et ils sont souvent peut-être mal à l'aise face à certaines situations. Et sur le plan conditions de vie, est-ce que les journalistes vivent bien au Burkina? Ça, c'est une question difficile. Pour répondre à cette question, il faut stratifier. Il est dans quel organe, de type privé ou public, et sur quel segment radio, télé, presse écrite, en ligne. Il y a des variables comme ça qui existent. Il faut tenir compte. Mais globalement, je pense que la majorité des journalistes n'est pas satisfaite de ces conditions salariales. Je vous explique, parce qu'on a une convention collective qui a été adoptée il y a plus d'une dizaine d'années. Au Burkina, est-ce qu'il existe un fonds d'aide à la presse ou l'aide à la presse, je ne sais pas, selon l'appellation? Si oui, quelle est l'enveloppe allouée à ce fonds? Cette aide-là existe depuis plus d'une dizaine d'années ici. Et elle est partie de 100 millions et aujourd'hui, on est autour de 400, 500 millions. Ça, c'est ce qu'on appelle juste la subvention. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, on a la possibilité de prendre des prêts, soit pour la trésorerie, soit pour l'investissement. Ça aussi, c'est dans le même fonds, c'est le fonds d'appui à la presse privée. La presse au Cameroun, comme partout d'ailleurs en Afrique, souffre énormément. Au Cameroun, la liberté de la presse, je pense que le Cameroun brille par le mauvais exemple, parce qu'il n'y a pas la liberté de la presse proprement dit au Cameroun. Vous aviez peut-être des événements au Cameroun que vous suivez, en Afrique de l'Ouest, avec les assassinats des journalistes, il n'y a pas une réelle liberté, on ne parvient pas franchement s'exprimer. C'est vrai, on va nous dire qu'il y a une légère subvention de la presse, mais si on donne peut-être 10 millions de francs CFA, peut-être pour près de 200 organes de presse au Cameroun, je parle de la presse écrite, je parle de la radio, je parle de la télévision, et bon, peut-être on ne tient même pas compte du cyberjournalisme parce que le webjournalisme vient d'entrer même au Cameroun. Mais les Camerounais, des jeunes journalistes comme moi, nous sommes parfaitement ancrés dans ça parce que ce n'est que dans ce contexte où nous on peut s'exprimer. Là, on ne contrôle pas parfaitement la presse. L'État ne parvient pas encore à maîtriser cela parce que ce n'est pas tout le monde qui est impliqué. En termes de rémunération, il n'y a que la presse publique. La presse publique, quand tu es un journaliste de la presse publique, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me retrouve en train de faire le stage là-bas, pré-emploi. Parce que là-bas, quand on te recrute, tu as quand même un salaire acceptable, s'il faut le dire, avec tous les avantages qui vont avec. Mais pour ce qui est de la presse privée... Un salaire de combien environ au public et au privé aussi? Les journalistes gagnent combien à peu près? Juste une idée. Je vais vous dire que quand on t'emploie peut-être dans la chaîne publique comme la Cameroun Radio Television, qui est la première chaîne publique au Cameroun, je pense que ton salaire, puisqu'on te prend, ça dépend, puisqu'on prend les journalistes à partir de la 8e, la 9e, la 10e catégorie et voire plus. Pour ce qui est de mon cas, parce que quand on te recrute avec la licence, tu es en 10e catégorie, ton salaire tourne autour près de un salaire brut
près de 450, 480 000 francs, donc ça dépend. Pour ce qui est de la presse privée, je vous assure, même les catéchistes n'ont pas ce genre de salaire. Ce sont des salaires vraiment dérisoires, honnêtement. Et par conséquent, vous avez peut-être des arrêts de 6, 7, 8 mois sans avoir de salaire. Imaginez-vous un temps soit peu pour les parents. On a des parents qui travaillent avec nous, qui ont beaucoup servi au sein de la presse privée au Cameroun. Mais si vous les voyez, ça donne vraiment de la chair de poule. Ils gagnent combien dans le privé en général? Moi, je vais vous dire une chose, c'est pas du chantage ou peut-être un mensonge que je suis en train de faire. Il y a des presses privées au Cameroun même. Il y a des journalistes qui n'ont pas peut-être 100 000 francs de salaire. Hein, qui n'ont pas 100 000 francs de salaire. Ça, c'est une vérité. Merci, on l'aura compris, les problèmes sont à peu près identiques dans nos pays africains, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Alors, M. Diallo, nous sommes en transition militaire au niveau de l'État, on parle de refondation de la République. Alors, quelle réforme pour la presse pour renverser cette situation de précarité? Oui, permets-moi d'abord de réagir un peu à cet élément. Effectivement, ils ont soulevé des problèmes qui sont identiques aux nôtres. Moi, j'ajouterais même qu'il y a le Gabon, qu'on prenait pour un pays vraiment, parce qu'ils sont à peine quoi, même pas 3 millions d'habitants, et où ils ont quand même du pétrole et toutes les richesses possibles. Je me souviens à l'époque, nous, quand on était adolescents, quand tu voulais vraiment inviter quelqu'un avec toutes les communautés, tu dis je t'invite à la gabonaise. Ça veut dire que tu peux dépenser ce que tu veux. Et j'ai vu qu'à peine 2 semaines, quand le nouveau chef de l'État a rencontré les médias gabonais, plus les correspondants de la presse étrangère, eux-mêmes ont soulevé les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Ils sont même allés plus loin pour dire que les retraités, les journalistes retraités sont devenus des clochards. Donc il faudrait que le nouveau pouvoir essaye de voir comment est-ce qu'il peut les aider pour les sortir de la précarité, parce qu'ils ont fait les beaux jours des médias camerounais, notamment ceux de la presse publique. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que c'est général en Afrique. Mais je peux dire que quand même, quand je pense à ces 3 pays-là, moi je pense que quand je regarde la qualité de leur travail, puisque je suis toutes ces chaînes-là de façon régulière, quand je regarde la qualité du travail qu'ils font, quand je vois les installations, puisque j'ai eu la chance quand même de visiter pas mal de studios, de fréquenter ces journalistes et les organisations des médias, je pense qu'ils sont mieux lotis que nous, ils ont moins de problèmes que nous. Je vous rappelle qu'en 2009, je crois, quand ici le pouvoir fermait la maison de la presse, là-bas, Toumani, au Mali par exemple, donnait clé en main une maison de la presse là-bas qui a coûté au moins 500 millions. L'aide à la presse au Burkina, elle est encore meilleure. 500 millions. Voilà, 500 millions. Vous voyez. Donc, et ça, c'est des pays qui ont connu la télé pratiquement après nous. Il y a eu déjà un développement de la télévision. Mais voilà, ils sont loin devant nous. Et quand vous regardez aujourd'hui, vous voyez qu'ils font régulièrement des débats de qualité. Alors que nous, on n'a pas ça ici. Vous voyez. Donc maintenant, pour revenir à la refondation, moi je pense qu'au niveau des médias nigériens, il faut tout reprendre à zéro. Parce que sincèrement, je vous dis que la presse est en train de dégringoler d'année en année au Niger. Et c'est vraiment la catastrophe. Rufai a soulevé le problème de baisse de niveau, de manque de formation. Le mélange des genres, c'est un vrai problème. Les gens de l'EFTIC vont m'excuser, mais sincèrement, l'EFTIC ne forme pas de bons journalistes. L'ESCOM. Nous, on a dit ESCOM, mais c'est bien beau de changer le nom de l'école. Mais nous, c'est pas changer le nom de l'école. On veut des journalistes capables de servir correctement le public nigérien. Parce que nous avons eu à encadrer pas mal de diplômés qui sont sortis de ces écoles-là, mais c'est sur le terrain, y compris ici à Lavari, c'est sur le terrain qu'ils ont appris c'est quoi le métier. On se demande vraiment avec quel niveau les gens entrent là-bas. Et qu'est-ce qu'on leur apprend? On a changé le nom de l'école, mais ça ne suffit pas. Moi, chaque fois, je me demande, qui va enseigner?
Parce que j'ai constaté que les anciens, souvent, ce sont des gens qui présentaient des journaux à gauche, à droite, mais ça ne suffit pas. Parce que j'ai été journaliste pendant un certain temps, ça ne me donne pas la possibilité d'enseigner. Il y a toute une pédagogie, il y a un savoir-faire. Il faut savoir transmettre le savoir. Ouais. Donc tout est à reconstruire pour moi. En tout cas, c'est ce que je me dis au niveau de la presse. On a pris pour la formation. Voilà la formation. Et il faudrait que les journalistes qui sont sur le terrain, ça je lance un appel à tous les journalistes qui sont sur le terrain. Et Rufai a parlé de vocation. Il faut d'abord aimer ce métier. Il faut aimer ce métier, il faut retourner au béaba du journalisme. Tous les jours que Dieu fait, moi, quand je regarde les télévisions ou quand j'écoute les radios, je suis scandalisé. Parce que les lancements simples, les gens sont incapables de le faire. Je ne dis pas telle ou telle télé. En général, tout ce que je suis, tous les jours, j'ai des choses à reprocher. Un simple lancement, les gens ont des problèmes pour lancer. Ou bien, vous allez voir que le présentateur a des fautes dans son lancement. Moi, j'ai eu la chance, quelque part où j'ai dirigé, je regarde les lancements à la fin, je vois qu'il n'y avait pas de faute, mais c'est la présentatrice elle-même qui créait les fautes. Et vous voyez, aujourd'hui, nous avons des enfants. Quelqu'un a dit, c'était toi qui parlais de journaliste, c'était Messi, mais aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont cultivés, mais qui savent que celui qui est en train de parler est en train de, excusez-moi le terme, de dire des conneries. Des petits-enfants, des mineurs. Ouais, donc il faut que les journalistes se disent qu'ils ont une certaine responsabilité face au public. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux dans son travail. Et il faut faire un travail correct. Rufai a parlé aussi de reportage où on parle de mélange de genres. Moi, je vous donne un simple exemple pour vous dire que ce n'est pas seulement ici, y compris en Europe. Je vous donne l'exemple du reportage de TV5 qui a soulevé un tollé ici, où la jeune fille a fait un reportage là où elle disait que les gens de Niamey étaient en train de fuir la capitale. Mais la télé, un reportage télé, il montre. Mais il n'y a qu'elle qu'on a vu du début à la fin qui parlait. Donc, vous voyez, il y a une faute professionnelle grave. Ce n'était pas un reportage, elle a fait n'importe quoi. Oui, vous voyez, elle dit que les gens sont en train de fuir. Elle a parlé de gare, elle ne montre pas des gens avec des bagages. Elle ne montre aucune gare, même pas une devanture. Et ça, c'est un reportage. Ouais. Moi, quand j'ai été... Excuse-moi, je vais finir ici. Quand j'ai été interpellé, parce que sur les réseaux sociaux, il y en a un qui ont menacé de s'en prendre à elle, puisqu'elle est ici à Niamey. Quand j'ai été contacté par les organisations internationales de défense des journalistes, j'ai dit, mais elle a déconné. J'ai dit, elle a déconné. J'ai dit, voilà. J'ai dit, d'ailleurs, vous devez interpeller ses rédacteurs en chef. Parce que moi, je pense que non seulement elle a fauté, mais le rédacteur en chef même de TV5 est carent. Si réellement il a vu ça, il a laissé passer, ça veut dire qu'il est carent. Ouais. Ou bien, il n'a pas vu, il a fait comme ici, beaucoup de télévisions, on ne regarde pas. Le rédacteur en chef s'en fout. Chacun vient, il fait son papier, il balance comme ça. Merci. D'accord. Là, on a vu, tout ça, c'est sur le plan de la responsabilité du journaliste, de ce que le journaliste lui-même doit faire. Mais maintenant, au niveau étatique, au niveau national, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la presse, puisque vous avez dit qu'elle est en dégringolade? Elle est en dégringolade, c'est dans tous les secteurs. C'est-à-dire que l'État a une responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime de transition. Et moi, de par mon expérience, je sais que les transitions militaires ont toujours favorisé vraiment le développement, en tout cas du secteur des médias. Toutes les améliorations qu'on a eues au niveau des textes, c'est en période de transition. Maintenant, quand il y a un régime dit démocratique entre griffes, il vient, il balaye tout ça pour amener une certaine dictature où il censure. Vous avez constaté, il y a eu 12 ans de démocratie, mais les gens étaient interdits de manifester, alors que la constitution nigérienne le permettait. Aujourd'hui, les gens se défoulent. Vous voyez, donc c'est comme ça pour la presse. Donc ce régime-là, moi, je pense qu'il faut que les organisations des médias se réveillent, parce qu'elles dorment aussi. Quelque part, elles ont contribué à la dégringolade, à cette descente aux enfers des médias. Donc il faut que les organisations se réveillent enfin pour qu'elles puissent rencontrer les nouveaux dirigeants de ce pays pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut avancer. C'est-à-dire qu'il y a des textes, il y a déjà des acquis qui sont là. Comment est-ce qu'on peut créer les conditions pour qu'enfin ces textes-là puissent être appliqués? Mais il faut aussi lutter pour que cette loi-là sur la cybercriminalité soit mise à l'écart. Parce que pour nous, la meilleure, c'est vraiment l'ordonnance de 2010. Et ensuite, il y a la charte d'accès à l'information. Parce que l'autre gros problème qui entrave le travail des journalistes,
qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de rumeurs et de la diffamation, c'est parce que la charte quelque part d'accès à l'information, qui est aussi de 2010, n'a jamais été jusque-là appliquée. Il n'y a pas de décret d'application. Et vous voyez, c'était les mêmes avec lesquels le régime déchu, l'essentiel des ténors, était dans la commission qui a élaboré ce texte. Ouais, mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont refusé de la mettre en application, de créer les conditions. C'est cela les politiciens. Donc, alors, monsieur Roufaï, on va aller rapidement dans le temps contre nous, monsieur Diallo. Roufaï, que faut-il faire? Oui, vous savez, comment sauver la presse? Vous avez parlé de refondation et Jolo a parlé de quelque chose qui me tient ou qui me tenait depuis longtemps à cœur, c'est Aliftik. Déjà, moi je suis contre la formation au niveau moyen. Ça a été supprimé pour le journalisme. Voilà, j'ai toujours été contre. Heureusement, Dieu merci. Deuxième chose, les enseignants même qui enseignent à l'IFTIC, quel niveau ils ont? Vous allez voir quelqu'un qui a le même niveau que toi. Tu as au niveau supérieur, le monsieur a le même niveau que toi, ou il n'en a même pas, qui va t'enseigner. Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Quand vous entendez les enseignants, certains enseignants, je ne dis pas tous, puisque nous on a la chance, heureusement, d'avoir des très bons enseignants, des anciens, et de la même génération ou plus que Jalo, qui étaient quand même très calés pour le faire. Aujourd'hui, quand je parle de vocation, regardez presque dans les télévisions, les présentatrices des journaux au Niger et des télévisions qui sont sur satellite. Tu as honte de les regarder. À l'époque, il y a des enseignants qui nous enseignaient la présentation, les JP, JT, journal parlé, journal télévisé. Ils nous disaient ce n'est pas tout le monde qui peut présenter à la télévision. Quand on présente à la télévision, on vend un produit. Et lorsqu'on vend un produit, on met la personne à même de le faire pour vendre le produit. Aujourd'hui, vous allez voir des petites filles qui... Quand vous les voyez à l'écran, vous vous demandez, mais... Elles sont noyées. Qui peut... Il faut avoir la prestance pour présenter. Il faut savoir s'habiller. Il y a beaucoup de choses. Mais vous voyez n'importe qui aujourd'hui présenter un journal et parler ou un journal télévisé. Là encore, il faut revenir pour revoir cela. Ça, c'est au niveau de la formation de l'IFTIC. Maintenant, au niveau des journalistes même, il faut que les journalistes, au-delà de la vocation qu'ils ont, il faut qu'ils soient responsables. Il faut qu'ils se disent que ce métier-là, je l'ai fait pour les autres, pas pour moi seul. J'ai des comptes à rendre. Je fais du service public. Ce n'est pas seulement le média d'État qui fait le service public. Même les médias privés, ils font le service public au même titre que le média d'État. Il faut que les gens se disent ça. Il faut que les gens arrêtent de s'abrutir, arrêtent de s'agenouiller devant les hommes politiques aujourd'hui qui minimisent les journalistes. Vous allez voir, est-ce que depuis que la démocratie a commencé, est-ce que vous avez vu je ne dis pas un ministre, un premier ministre qui est allé sur une télévision privée pour donner une interview? Non. Mais dès qu'ils quittent Niamey, ils vont aller sur des médias étrangers. Les journalistes qui ici ne sont rien, s'ils sont sur les, excusez-moi de dire, les BBC et autres, mais c'est des mêmes présidents de la République du Niger qui viennent en courant. Ils partent sur leur plateau pour leur donner de l'information. Pourquoi? Parce que ici, il nous manque de respect. Il nous minimise. Ça, c'est une deuxième chose. Vous allez voir un magazine de rien du tout qui va venir de l'extérieur. Il va venir, il va passer dans toutes les entreprises, dans tous les ministères de l'État ici. Il va ramasser plus de 200 millions sur un magazine hors série. Je dis bien hors série. Qui ne sera même pas lu au Niger. Ceux qui savent, qui ne sera lu qu'au Niger. Qui ne sera même pas lu au Niger. Voilà. Puisqu'il n'est pas accessible au public nigérien. Le monsieur, il te tape 250 millions pour quitter le Niger. L'enveloppe allouée à tous les médias privés du Niger. Par an. Vous voyez, non, par an. Lui, un seul magazine, 250 millions. Et il vous amène maximum 500, 600 numéros au Niger et c'est fini. Vous vous rendez compte pourquoi? C'est parce qu'on ne se respecte pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous voyez, les journalistes sont divisés.
les hommes politiques ont abruti ce métier. Ils ont fait en sorte que les journalistes ne font même pas leur métier. Là, j'ai envie de rebondir. M. Diallo a parlé tout à l'heure du réveil des organisations socio-professionnelles qui sont en train de dormir. Est-ce qu'il est possible que ces organisations se réveillent, puisque vous venez de parler de division? C'est là où on parle toujours de responsabilité de l'homme de médias, de responsabilité des journalistes. Des hommes politiques ne doivent pas diviser les journalistes. D'aucuns peuvent me parler de la ligne éditoriale. D'accord, chaque média a sa ligne éditoriale. Mais lorsqu'il s'agit de dire la vérité, il faut la dire. Même si tu as une ligne éditoriale, tu peux être du pouvoir. Mais même quand tu es du pouvoir, c'est vrai, il y a certaines choses que tu masques, mais tu dis les faits. Rien que les faits. Mais aujourd'hui, on triture les faits, on dénature les faits. D'accord. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes sur les plateformes des journalistes, vous voyez la guéguerre qui est là. Moi, je suis de l'opposition, l'autre est de la majorité. Et on ne s'entend jamais sur l'essentiel. Les gens oublient presque que c'est pour ce même pays qu'on lutte. Non, non, on lutte pour les hommes politiques. Et ça, c'est malheureux. Et ça, vous allez le voir chez tous les journalistes du Niger. Du plus petit au plus grand. Les petits viennent petit à petit, ils apprennent à comment aussi aller dans le chop pour avoir quelque chose. C'est ça qui est malheureux. Et les promoteurs aussi, au lieu de manger seuls, mettez vos journalistes dans des... Est-ce qu'ils sont en train de manger? Si, bien sûr. Excusez-moi. L'environnement est très, très pauvre. Est-ce que vous allez prendre un promoteur d'un média qui n'a pas sa villa, sa très grosse villa, 2, 3, 4 maisons, 2 femmes, 3 femmes, excusez-moi de le dire tout cru, et des voitures, mais vous allez voir, il y a des promoteurs, quand ils te voient changer de voiture, ils vont te déclarer la guerre, parce que tu bouffes leur argent, c'est ce qu'ils pensent. D'accord. Or, les chemins du Seigneur sont impénétrables, comme on dit. Mais souvent aussi, ces promoteurs gagnent l'argent, non pas dans le média, mais dans d'autres activités. Mais quand tu veux avoir un bon média, investis. Peut-être que le bénéfice viendra au bout de l'effort. Ouais, avec le temps, tu vas te rendre compte que tu n'as pas fait un mauvais investissement. Mais quand tu crées et tu n'investis pas, mais ça va mourir. Merci. Tu auras perdu. Merci Rufai Dandoua. Pour terminer, M. Zoubairou, quel est le projet de la presse écrite aujourd'hui pour des réformes à cette période de transition? Vous savez, quand on parle de réforme, peut-être aujourd'hui, avec le mouvement de la refondation, peut-être ce mythe que nos hommes politiques ont vis-à-vis des médias de l'Occident, peut-être ça va tomber. Puisque aujourd'hui, quand vous prenez tous les hommes politiques qui se sont succédés, ils préfèrent aller dépenser des centaines de millions au niveau des médias occidentaux qui ne sont même pas écoutés ici par la masse populaire qui doit recevoir le message au détriment de nos médias. Peut-être ce mythe-là donc va se casser. Et moi je pense qu'il faut qu'on revienne aussi sur les critères de qui doit être journaliste. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, il se réveille, il vient, il dit qu'il est journaliste, il crée son journal, il est journaliste. Vous voyez? Donc cela veut dire qu'il faut qu'on revienne pour revoir ces critères-là, pour définir les véritables journalistes. Et aussi, au niveau donc de la formation, je sais pas, il faut qu'il y ait un curriculum pour la formation des journalistes. Parce que le monde a évolué. Il faut laisser les anciennes pratiques. Le monde média, quand vous prenez, même le matériel aujourd'hui a évolué. Les moyens de communication ont évolué. Donc il faut que aussi, au niveau donc, des écoles de formation de journalistes, qu'il y ait cette évolution, que suit cette évolution. Et parce que quand vous prenez même le système d'évaluation, on reste à revoir au niveau donc de ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché, c'est-à-dire les journalistes qui sont sur le terrain, vraiment, moi j'ai par exemple l'habitude d'avoir des journalistes qui viennent pour des reportages, etc.
des fois, je suis obligé de leur reformuler les questions pour de leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Si vous voulez avoir en tant qu'attaché de presse, je précise. Hein. Oui, en tant qu'attaché de presse, oui. Et ça aussi, et c'est là aussi où je veux venir aussi, au niveau de nos hommes politiques, il y a aussi un rôle que les attachés de presse, les communicateurs doivent jouer pour ramener des fois ces hommes politiques à comprendre et à les imposer qu'ils parlent dans leurs médias locaux. Il faut aider ces médias locaux. Et ici, il y a un rôle aussi, parce qu'un homme politique te prend comme son communicateur, comme quelqu'un qui doit l'aider dans la communication. Mais il ne doit pas être un patron avec qui tu as peur. Mais c'est quelqu'un que tu dois lui dire la vérité et sur ce qu'il doit faire et lui donner un certain nombre de pour qu'il revienne. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce mythe-là que nous avons. Mais Zebérou, on l'a dit tout à l'heure, les budgets de communication des ministères se volatilisent dans la nature sans qu'on ne voit là où ils sont investis. Pourtant, dans chaque ministère, il y a un attaché de presse qui est journaliste. Bon, vous savez, là où il y a surtout le budget de communication, et souvent, c'est au niveau des les journalistes sociétés, ne veulent même pas avoir affaire à ces attachés. Vous savez, le budget de communication de tous les ministères, c'est 13 millions. Hein. L'année. C'est pour cela que vous voyez maintenant, même les ministères ne font même pas des abonnements des journaux. Mais là où il y a des véritables budgets de communication, c'est au niveau des entreprises et sociétés d'État. C'est là où il y a le budget de communication. Et là, il y a des fonds sociaux. Ça dépend des sociétés. Hein. Il y a ceux qui avoisinent 200 millions, 300 millions. Par an. Chaque année. Oui, chaque année. Et on a fait ça au Niger. Oui, mais bon, vous voyez, prenez l'exemple au temps de Tanja, dans les années 2000 jusqu'en 2000, et les journaux en est témoins de ce qui sont des fois des publicités qu'il y a dans les sociétés d'État comme SPEN, comme la Sonidep, comme du Niger, etc. etc. Oui, donc ces dernières années, si ce n'est pas par exemple Niger Télécom, RIDI Niger, je ne vois pas Sonidep, je ne vois pas des sociétés d'État qui donnent des véritables publicités. Et là, c'est sélectif, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est sélectif, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ouais, donc c'est ça. Donc maintenant, il faut qu'il y ait une refondation et il faut que cette loi sur la publicité soit une obligation au niveau des sociétés d'État, pas un choix, mais une obligation. Voilà. C'est clair. Et ça, c'est votre responsabilité, vous, en tant qu'organisation sociale. Nous, on va veiller. Monsieur Diallo, la régie me dit qu'on a fini le temps, mais je vais vous accorder 30 secondes. Ça fait des années que je n'ai pas parlé. C'est le patron Diallo. Hein. Donc, la régie, permettez-moi de dire ceci. J'ai constaté, depuis que cette situation s'est présentée, il y a beaucoup de dérapages dans les médias. Donc, j'attire l'attention des responsables des médias et des journalistes. Parce qu'il y a beaucoup d'injures, des choses qui doivent... Déjà, des personnes sont attaquées dans leur amour propre, que ce soit les personnalités renversées ou celles qui sont actuellement en fonction. Il faut que les gens fassent attention. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de CSC, les organisations ne disent rien que les gens... C'est très dangereux. Le journaliste doit être un vecteur de paix. Il doit contribuer à la cohésion sociale et la paix. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est assez clair. Et on l'a dit tout au long de ce débat, la responsabilité du journaliste est grande. Et pour que cette responsabilité soit pleinement assumée, il faut certainement des conditions de vie et de travail assez favorables. Toutes choses qui manquent, mais que l'espoir est permis avec la refondation de la République du Niger qui est en marche. Merci d'avoir suivi Contour sur la télévision Labari. On se retrouve très prochainement sur un autre thème, Inch'Allah. Au revoir.